Du coup, écoute, déjà merci, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu prendre un petit peu ce moment avec nous pour faire le tour de l'entreprise Coin House. Donc Donc, tout à fait. c'est Merci à vrai. vous pour l'invitation. Non, écoutez, en tout cas, c'est vraiment gentil. Est-ce qu'une entreprise de cette taille, bon, on va dire, c'est quand même pas tous les jours qui se passe, voilà, qui se déplace pour ce genre d'événement. Du coup, l'objectif un petit peu de l'AMA, donc c'était un petit peu de présenter ce que fait CoinHouse, ce qu'elle propose, retracer un petit peu l'histoire et puis éventuellement après que les utilisateurs posent des questions sur la présentation, sur un petit peu tout ce qu'ils ont en tête et des interrogations qu'ils peuvent avoir. Donc, Parfait, très bien. ce que je te propose, on va dire avant de commencer, c'est un petit peu de te présenter. Et ce que tu fais au niveau de CoinHouse exactement, quel est ton rôle, et puis après on enchaînera un petit peu sur l'histoire et puis la présentation de l'entreprise, si ça te convient. C'est super. Merci à toi en tout cas. Pour commencer, justement, je me présente. Je m'appelle Warren Haumer. Je suis rentré dans l'écosystème crypto à partir de 2016-2017. Surtout un attrait pour les différentes technologies. J'ai pas été directement pris en tout cas par l'engouement en crypto, mais plus tous les usages qu'on pouvait avoir autour. Ensuite, j'ai eu une expérience chez Scorechain, qui est un outil justement d'analyse des différentes blockchains les plus connues, que ce soit Bitcoin, Ethereum, Litecoin, surtout à l'époque où j'y étais. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre CoinHouse en 2020, juste après le crash Covid, et je reviendrai dans tous les cas sur l'histoire de CoinHouse et comment on est passé de la maison du Bitcoin à l'entreprise que l'on est aujourd'hui. Et en tout cas, voilà pour ma part. Et ce que je fais chez CoinHouse, je suis account manager. J'accompagne les investisseurs premium et platinum de CoinHouse sur leur stratégie d'investissement. Donc, pour le dire de manière assez claire, on a des investisseurs qui se présentent chez CoinHouse, qui ont un certain montant à investir, mais qui n'ont pas forcément tous les outils et toutes les connaissances pour le faire. Du coup, on les accompagne et c'est mon rôle de pouvoir les accompagner dans la construction du portefeuille. On a différentes offres qui vont passer en tout cas de la plateforme d'investissement qui reste du brokerage, mais on a également développé d'autres produits sous mandat comme le livret crypto et la gestion pilotée, sur lesquels on pourra revenir si vous avez des questions, mais même je le présenterai un peu plus en détail. Donc voilà mon rôle. Je travaille également avec l'équipe recherche de CoinHouse, quelquefois sur des sujets, parce que en tout cas j'apprécie pouvoir faire toutes ces analyses, surtout technologiques comme j'ai pu vous le dire, mais également sur les tokenomics des projets. Et les projets en tout cas que je suis le plus, c'est surtout les blockchains d'infrastructure. Pardonnez-moi, que ça soit Ethereum, Polkadot et Avalanche également, des projets en tout cas que je considère qui ont un très très gros potentiel et sur lequel en tout cas on pourra les juger sur les 5-10 prochaines années. Voilà en tout cas pour mon expérience et ce que je fais chez CoinHouse. Est-ce qu'on est-ce qu'on a des questions entre-temps ou tu Hum, préfères que je parte directement ouais, sur l'histoire de si, CoinHouse? écoutez, si quelqu'un a une question, allez-y, allez-y, c'est le moment. Sinon après on peut partir vraiment sur l'histoire. N'hésitez pas, si vous en avez une, lancez-vous. Alors moi j'en ai une petite parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse le terme. Tu as parlé de broker tout à l'heure, ou de brokerage en anglais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Clairement, en tout cas en français, c'est une activité de courtier. C'est de pouvoir accompagner les investisseurs sur l'achat et la vente de leurs cryptoactifs. Et pour avoir cette activité, on a dû être PSAN, c'est-à-dire prestataire en service en actifs numériques. Et ça nous donne la possibilité de faire de l'achat et vente
de cryptoactifs et également de la conservation qu'on appelle généralement custody, c'est-à-dire que les investisseurs ont leur wallet et peuvent faire des opérations également eux-mêmes. Impeccable, merci. Et du coup, je vais enchaîner. Moi, j'ai plein de questions, il faut m'arrêter. Aucun problème. Tu dis que vous avez des solutions du coup Custody et que les utilisateurs peuvent gérer eux-mêmes. Pour faire simple, c'est un petit peu comme on peut connaître sur d'autres exchanges ou sur nos comptes en banque, c'est-à-dire que c'est vous qui possédez les clés privées, mais les personnes sont libres de faire les actions qu'elles veulent, c'est ça? Exactement. En tout cas, il y a comme tu as pu le mentionner, en plus c'est quelque chose qui revient souvent dans la communauté, cette logique sur les wallets. À partir du moment où vous avez votre ledger, vous possédez vos cryptos et dès que vous êtes sur des plateformes d'échange, vous n'avez pas vos clés privées. Mais nous, on a une logique bien différente de beaucoup de plateformes. C'est en tout cas les cryptos des investisseurs ne sont pas inscrits au bilan de la société. Il y a une vraie muraille de Chine, en tout cas, entre CoinHouse et les cryptos des investisseurs. Mais clairement, CoinHouse s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances pour se faire un wallet toute seule, pour pouvoir le sécuriser avec un ledger, parce que ça demande quand même, en tout cas, une certaine responsabilité opérationnelle. Super, merci pour les précisions. From, si tu veux reprendre la parole, vas-y. Non, bah écoute, pour moi, ouais, c'était quand même très clair. Du coup, je te propose d'enchaîner sur l'histoire un petit peu de CoinHouse, et puis survoler, on va dire survoler les produits phares que vous proposez. Tout à fait. Alors, CoinHouse, en tout cas, on a été créé en 2014. On vient en tout cas d'un spin-off avec la grande société qui est maintenant reconnue au niveau mondial, Ledger. CoinHouse est finalement, en tout cas, une des entreprises qui a été créée par Eric Larchevêque. Et ensuite, c'est Nicolas Louvet qui a repris la suite de CoinHouse. Au tout début de notre histoire, on était un comptoir. On pouvait nous retrouver sur Paris, rue du Caire. Et l'idée, c'était vraiment que les personnes puissent se rendre dans un magasin où on puisse acheter des bitcoins, qu'on puisse les stocker directement sur le ledger. La maison du bitcoin n'avait pas encore de solution custody. On ne pouvait pas conserver les fonds des investisseurs sur la plateforme. Et c'était vraiment, en tout cas, la logique des premières années. Et ensuite, on a voulu évoluer et se donner en tout cas un nom plus international. C'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de s'appeler CoinHouse, de créer une plateforme d'investissement. C'est important également de le préciser. On n'est pas une plateforme de trading. Peut-être en tout cas certains ici connaîtront les plateformes comme Binance, Kraken, BitMEX et ainsi de suite, mais ce sont des plateformes de trading et nous, on a en tout cas plus une approche, si on peut se permettre la comparaison, avec un Coinbase. C'est en tout cas beaucoup plus cette logique-là, une expérience utilisateur très simple et un process d'achat et de vente qui ne demande pas en tout cas une expérience sur les plateformes de trading. Pour revenir à l'histoire en tout cas de CoinHouse, on a évolué justement de la maison du Bitcoin à ce nouveau nom européen. Et à partir du moment où je les ai rejoints en 2020, on a décidé de se déplacer parce qu'en tout cas, il y a eu toute la période de bear market qui a été assez difficile pour la société. Et 2020, forcément, avec le bull run, on a pu recruter de nouvelles personnes qui nous ont aidés dans la stratégie de la société. Et récemment, on a annoncé une nouvelle levée de fonds de 40 millions. Vous avez peut-être dû le voir passer, en tout cas, sur l'actualité crypto. C'est une très bonne nouvelle, en tout cas. C'est principalement des institutionnels et ça montre que l'écosystème crypto français, en tout cas, peut créer une force à ce niveau-là, malgré le bear market dans lequel on est actuellement. Il y a encore beaucoup de choses à développer et c'est le but de CoinHouse. D'ailleurs, je précise, parce qu'on m'a posé une question au préalable, mais on était uniquement
uniquement sur cette activité de brokerage. Et petit à petit, on a évolué vers des mandats parce que c'était clairement le souhait de nos investisseurs. Ils nous demandaient de créer des mandats sur lesquels on pouvait soit faire de la gestion pilotée pour eux, c'est-à-dire que vous déléguez vos fonds à CoinHouse et notre cellule d'experts gère vos fonds en fonction de votre appétence au risque, mais également un livret crypto qui lui s'inspire de la DeFi et un placement plutôt intéressant quand on connaît le contexte économique et également l'inflation. C'est quelque chose en tout cas que la DeFi a permis de démocratiser et on voulait permettre d'accès à tous les investisseurs de pouvoir se positionner sur ce style de livret. Et je peux rajouter quelques éléments sur la suite, en tout cas, comment on se projette. L'idée du pôle stratégique de CoinHouse, c'est de devenir la première crypto-banque européenne. Alors, crypto-banque, ça peut paraître assez contradictoire comme terme, mais c'est vraiment pour le représentatif en tout cas de la société. Le but, c'est cet accompagnement pour les investisseurs. Je considère en tout cas que cette offre, elle est assez unique et on va continuer les efforts pour avoir une plateforme de plus en plus fonctionnelle, en tout cas avec de nouvelles fonctionnalités qui s'intègrent. Pourquoi pas intégrer également des NFT par la suite, c'est pas encore le sujet, mais il vient de plus en plus sur la table et surtout avoir une présence aussi européenne. Voilà en tout cas les grands travaux qui nous attendent sur les prochaines années. Ah bah écoute, c'est vrai que vous avez pas mal de choses de prévues. Donc j'avais vu la levée de fonds, puis la partie crypto-banque. Donc c'est vrai que ça va encore. Les prochaines années vont quand même vont beaucoup faire évoluer CoinEye Tout à à ce fait. niveau-là. Et d'ailleurs, je l'ai vu lors du dernier bear market. C'est souvent pendant ces périodes que l'on avance en tout cas on avance le plus. Il y a vraiment un temps pour la construction. Et généralement, les bull runs, c'est des phases d'euphorie où c'est plus, en tout cas, de la rapidité. Et là, des périodes de bear market, ça nous permet de construire avec un peu plus en tout cas, moins de pression médiatique. Et c'est toujours des très bons moments, en tout cas, pour se repositionner, restructurer ses portefeuilles et ainsi de suite. Et également avoir une offre beaucoup plus complète. Quand on compare entre le dernier bull market de 2018 et maintenant, on a quand même eu un écosystème français qui a pris une autre mesure. Et je considère qu'on a vraiment, en tout cas, quelque chose à faire sur l'écosystème français. En termes justement, CoinHouse a dû bien voir, on va dire, l'évolution. Vous avez multiplié les clients à peu près par combien? Est-ce que tu saurais nous dire? Alors, je dirais en tout cas de l'ordre, je pense en tout cas une augmentation en multiplicateur. Moi, même en chiffres, ça sera peut-être plus simple. C'était quoi si on prend par exemple 2017, allez, pour faire loin, 2016-2017, en nombre de clients, ça devait être finalement quelques milliers peut-être? On était en dessous, en tout cas, des 100 000 investisseurs chez CoinHouse. Quelques dizaines de milliers, et maintenant on est aux alentours de 500-600 000. Donc ouais, on voit qu'aujourd'hui ça, il y a une... Exactement, et ça c'est le côté particulier. Et après il y a toute la partie entreprise, parce qu'on s'adresse également aux entreprises. Et ça on voit en tout cas l'attrait qui augmente de plus en plus. Et ce sont surtout un changement d'investisseurs. La première génération, en tout cas, de personnes qui étaient sur le marché en 2018, c'était déjà des personnes plus attirées par le côté technologique ou financier, mais qui avaient déjà creusé. Alors que la deuxième génération, il y a eu beaucoup plus de personnes sur lesquelles on s'attendait pas forcément. Et ça, c'est forcément la conséquence, en tout cas, des périodes difficiles du Covid et également de la confiance qui devient un sujet principal. D'accord. Bon, plein d'avenir, plein de choses à faire. Tout à fait. Je pense qu'on a encore, il va y en avoir encore beaucoup plus. J'ai pas le chiffre exact, en tout cas le nombre exact de personnes qui possèdent de la crypto dans le monde, mais on est de l'ordre de 300 ou 400 millions.
Dans quelques années, en tout cas en 2025, on sera quand même aux alentours de 2 milliards si la courbe de progression suit le modèle. Encore pas mal de choses à faire. Attendre le prochain bull run. Exactement. Du coup, au niveau produit, est-ce que vous avez des produits un petit peu phares, enfin ouais, des produits qui marchent beaucoup mieux que d'autres? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, c'est trois catégories de produits différents. Comme j'ai pu le mentionner, on a la partie vraiment brokerage. Là, c'est l'investisseur et la compte manager qui vont travailler ensemble. Du coup, toutes les performances sont bien différentes. Euh, et ensuite, on va avoir le livret crypto. Là, c'est la même performance pour tout le monde. Le principe est assez simple. Vous déléguez vos fonds sur des protocoles soit de CeFi, soit de DeFi. Vous avez le choix entre deux stratégies. Et également, vous avez le choix entre trois stablecoins, soit l'USDC, soit l'USDT, soit le URL, qui est le stablecoin euro qui est distribué uniquement chez CoinHouse. Et ça vous permet de faire, en tout cas, d'avoir des intérêts. C'est le principe tout simple, en tout cas, du lending et du borrowing qu'on peut trouver sur les plateformes CeFi et DeFi. Le prêt-emprunt, c'est vraiment le premier mécanisme, en tout cas, que l'on peut retrouver et sûrement l'un des plus utilisés. Et pour la troisième partie, en tout cas la gestion pilotée, là c'est quelque chose qui était attendu. Trois niveaux de risque, soit plutôt le défensif, l'équilibré ou l'offensif. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment des performances qui sont bien différentes en fonction du moment où l'investisseur est rentré et en fonction également de son appétence. Mais on voit en tout cas les premiers résultats sur une allocation offensive, par exemple. Un investisseur qui n'était pas sur la gestion pilotée serait aux alentours de moins 70, moins 75% actuellement. Et nous, la gestion pilotée en offensif également est à moins 20%. Alors, c'est pas un résultat satisfaisant parce qu'on veut bien évidemment être le plus proche de zéro, voire en positif, malgré les derniers événements sur l'écosystème. Mais ça montre en tout cas qu'il y a de la réactivité de la part de nos équipes et qu'il y a en tout cas une protection du capital qui est meilleure qu'une allocation offensive seule en brokerage. Mais encore une fois, ça dépend de la logique de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez être accompagné? Est-ce que vous souhaitez posséder vos cryptos et pouvoir faire vos achats ou ventes? Ou alors, vous souhaitez être exposé sur cet écosystème, mais vous n'avez pas envie de le gérer ou votre activité principale vous prend trop de temps. Et à partir de ce moment-là, en tout cas, CoinHouse applique une stratégie discrétionnaire sur les fonds que vous avez pu déléguer. D'accord, non. Écoute, c'est vrai que c'est bien. Ça donne l'opportunité finalement des gens qui n'ont pas, soit qui n'ont pas le temps, soit qui n'ont pas d'intérêt, enfin qui n'ont pas envie de s'y intéresser, finalement d'investir et de faire travailler un petit peu leur argent. De Clairement, façon surtout, je plus. pense que. Je t'en prie, Vas-y. je t'en prie. Ouais, je disais donc de faire travailler leur argent finalement plus efficacement que s'ils le laissaient dans une banque, sachant que bon voilà, on sait très bien aujourd'hui que la crypto a tendance à évoluer de façon positive malgré qu'il y ait des hausses et des baisses, hein. Donc c'est vraiment Clairement, surtout que je pense que ça dépend aussi des cycles de marché. C'est-à-dire que l'année dernière, je recommandais en tout cas plus aux investisseurs d'être sur une allocation brokerage, euh, c'est-à-dire de posséder uniquement les cryptos et de ne pas être dans une logique d'achat et vente. Parce que le marché était boule, c'était beaucoup mieux en tout cas d'être dans une stratégie en tout cas de choix sélectifs en fonction du fondamental, rester exposé et prendre des profits. Maintenant qu'il y a extrêmement de volatilité, je pense qu'une gestion un peu plus active est plus adaptée. Ou alors le livret crypto, c'est-à-dire que vous êtes entièrement en stablecoin et vous souhaitez avoir du rendement. Mais c'est vrai que les 2 dernières années, en tout cas, on a proposé des tokens aux investisseurs, dont Avalanche très tôt. Également les tokens DeFi avant le DeFi Summer qu'on avait pu avoir en 2020. Et c'était clairement l'une des meilleures stratégies, rester exposé et pouvoir prendre des profits sur chaque niveau. Maintenant que la période est un peu plus difficile et on le sait, on commence à peine à rentrer en récession
en tout cas sur les indices boursiers et sur d'autres niveaux, l'année 2022 et 2023 vont être soit des années avec énormément d'opportunités, mais qui vont demander en tout cas une gestion peut-être plus active en tout cas pour les investisseurs qui le souhaitent. Non, bah écoute, ouais, je suis tout à fait d'accord justement avec ça, la partie un petit peu boule où finalement il vaut mieux conserver ses cryptos puis attendre vraiment voilà, qu'il se passe quelque chose. Et il y a beaucoup de personnes justement qui ont pas, enfin ouais, qui vont avoir tendance à acheter, vendre régulièrement et finalement à la fin du cycle ils se rendent compte qu'ils n'ont pas gagné tant que ça et qu'ils auraient pu faire des performances bien plus élevées. C'est vrai, je pense que c'est pas D'ailleurs, c'est mal. quelque chose, je me permets de rebondir sur Mhm. ce que tu dis, mais c'est très pertinent parce que CoinOps, encore une fois, on se définit comme de l'investissement. C'est-à-dire que on dit toujours aux investisseurs, nous, toutes les histoires que l'on a pu voir, ceux qui génèrent le plus de profit, finalement, ce sont ceux qui sont sur le long terme déjà, d'avoir un spectre de 5, 7 ans, même 3 ans, c'est quand même déjà bien, bien raisonnable, et d'être dans une stratégie vraiment vous choisissez le token avec CoinHouse, l'allocation qui vous convient et les allers-retours en fonction de la volatilité peuvent être épuisants et ne sont pas forcément la bonne stratégie. Conserver son Bitcoin sur 5-7 ans sans faire d'aller-retour est quelquefois plus payant qu'une gestion, en tout cas en fonction de la volatilité. C'est pour ça qu'il faut vraiment aussi dissocier les deux et on aura toujours cette approche d'investissement. Pour le moment, en tout cas, on n'est pas une plateforme de trading, on n'a pas prévu de l'être et parce qu'on est persuadé que c'est la meilleure stratégie de réaliser du DCA, de réinvestir sur toutes les résistances si possible. Et ensuite, à partir du moment où on atteint 2025, 2030, on aura une adoption bien plus massive. Là, ce sera beaucoup plus pertinent, en tout cas, de commencer à faire des ventes. Mhm. Ok. J'avais une petite question de Cryptonab qui voulait connaître un petit peu les différents paliers, les différents minimums d'investissement des différents, j'allais dire des différents plans. Si tu pouvais. Très bien. On a trois profils d'investisseurs chez CoinHouse. Le classique, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre compte gratuitement sur CoinHouse, faire des opérations des 20 euros et vous pouvez avoir, en tout cas en fonction des documents que vous avez fournis, vous pouvez investir les sommes que vous souhaitez en fonction, bien entendu, des documents. À partir du moment où vous investissez plus de 30 000, voire 50 000 euros, à ce moment-là, vous devenez premium. Si vous faites un investissement supérieur à 50 000 euros, vous avez ce statut qui vous est offert, qui vous permet d'avoir directement un account manager, d'avoir les allocations mensuelles que l'on fournit à tous les investisseurs premium, également les webinars, les rendez-vous physiques et le market positioning, quelque chose qui est nouveau. En tout cas, on l'a sorti fin 2021 et ça permet en tout cas de faire une synthèse de l'analyse on-chain, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Peut-être pour revenir sur ces trois analyses, parce que ça peut en tout cas ne pas parler à tout le monde. L'analyse on-chain, c'est vraiment l'analyse des flux que l'on peut trouver sur Bitcoin et sur Ether. L'analyse on-chain se fait principalement sur Bitcoin parce que c'est là où on a le plus d'adresses. Et on peut déceler les portefeuilles qui sont long terme, c'est-à-dire qui sont dans une logique de conservation, ou les portefeuilles court terme qui, eux, sont beaucoup plus dans l'achat et la vente. Et justement, on résume tout ça dans un market positioning et une newsletter, et ça, c'est hebdomadaire. Du coup, vraiment, l'aspect d'être premium vous permet d'avoir énormément de contenu et également des frais réduits sur les transactions que vous pouvez réaliser. Et le dernier palier, c'est les investisseurs Platinum qui, eux, sont des investisseurs qui souhaitent réaliser des investissements supérieurs à 100 000 euros. Et à partir de ce moment-là, c'est un accompagnement, en tout cas sur mesure, en fonction du souhait en tout cas de la personne. De l'autre côté, on a également les entreprises. Forcément, on a eu en tout cas une accélération de la demande des entreprises à partir
de 2020, à partir en fait du moment où Elon Musk a commencé à parler de Bitcoin pour la trésorerie de Tesla, et beaucoup ont voulu prendre le même chemin. On a créé exactement les mêmes offres, un business start qui correspond au statut classique dont j'ai pu vous parler, et un business plus qui correspond au premium chez Coinhouse. Du coup, vous avez vraiment dans la partie brokerage 3 offres disponibles quand vous êtes un particulier, et à partir du moment où vous ne souhaitez pas faire de l'achat et vente, être accompagné, les produits sous mandat, eux, par contre, n'ont pas besoin d'être sous le statut premium. Il y a uniquement des minimums. Sur la gestion pilotée, c'est 18 000 euros d'investissement, et sur le livret crypto, c'est 15 000 euros. Si vous souhaitez être dans une logique, en tout cas, de bloquer vos fonds, on a le premier livret crypto qui est un revenu fixe. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir, en fonction du stablecoin que vous choisissez, soit 4,5% annuel, soit 6%. Et à partir du moment où vous signez le mandat de gestion, le taux est fixé, ou alors vous avez le livret avec les intérêts variables et qui sont aujourd'hui de 6%, et ça, c'est directement sur la plateforme Coinhouse. Ok, eh ben écoute, merci pour ces précisions. Je pense que tu as répondu parfaitement à la question. Avant qu'on enchaîne à ce moment-là sur d'autres choses, est-ce que quelqu'un a des questions? Je vois par exemple Princesse Litanessa qui demande si elle dispose de ses clés, et en gros c'est Coinhouse qui achète avec le livret par exemple, ou si c'est vous qui disposez des clés. J'essaye de retranscrire. Est-ce que vous disposez des clés des différents wallets quand les cryptos sont déposés sur le portefeuille et que ça travaille avec le livret, ou est-ce que c'est l'utilisateur qui dispose de ses propres clés, on va dire en non custodial? Non, en tout cas, à partir du moment où on est chez Coinhouse, en tout cas, l'investisseur n'a pas de clé privée, parce que les clés privées, c'est à partir du moment où vous avez votre wallet, soit sur MetaMask ou soit sur Ledger. C'est ce qu'on a pu mentionner au tout début. J'ai eu une question là-dessus par rapport à la différence entre les wallets sur les plateformes et les wallets directement, les cold wallets. Et en tout cas, à partir du moment où vous êtes chez Coinhouse et que vous participez au livret, vos fonds sont déposés en euros ou en crypto. Ensuite, ils sont récupérés par Coinhouse, et nous, on applique notre stratégie. On est tout à fait transparent sur les plateformes qu'on utilise, de CeFi ou de DeFi, et ça revient en tout cas, vous pouvez suivre les plateformes que l'on choisit. Et si vous souhaitez, par exemple, faire la même stratégie de votre côté, c'est tout à fait possible. La logique de Coinhouse, c'est vraiment de dire, ces plateformes permettent d'avoir un rendement, la CeFi et la DeFi, mais il y a un risque sécuritaire et un risque opérationnel. Du coup, on peut le faire pour vous justement soit sous le mandat, soit sur la plateforme. Mais forcément, les clés privées, il n'y a plus de wallet à proprement parler. Oui, sinon on serait directement sur des smart contracts. En fait, ça sert à rien. Oui, c'est un contrat directement. Il n'y a pas. Exactement. Et du coup, vos liquidités, vous les avez, c'est vous-même qui les fournissez quand vous proposez des nouveaux tokens, ou du coup, vous vous appuyez sur des plateformes existantes? Très bonne question. On s'appuie sur des plateformes existantes. Ça va être les plateformes connues. On peut aller chercher des liquidités chez Coinbase, Kraken, Binance, mais également des apporteurs de liquidités qui sont spécialement pour les entreprises crypto quand on a en tout cas des gros volumes de demandes. Et notre but, en tout cas, c'est d'obtenir le meilleur prix sur toutes ces plateformes. Parce qu'il faut le savoir, la crypto, vous devez tous le savoir, mais n'est pas en tout cas un marché régulé, ce qui fait qu'on peut avoir des différences de prix sur toutes les plateformes. Et nous, notre but, justement, ça va être de voir quels sont les prix sur ces plateformes d'échange. Et ensuite, on permet aux investisseurs de les acheter.
D'ailleurs, ça me permet de préciser, on a 40 cryptos disponibles chez CoinHouse et on a vraiment en tout cas une idée de token picking avec toute une audit fondamentale, technologique, technique et on-chain. Et ça nous permet en tout cas de lister que les tokens dont on considère qu'elles ont un gros potentiel. Sur CoinHouse, en tout cas, on a toujours fait le choix de ne jamais lister, par exemple, Shiba ou Dogecoin, même s'il y a une demande. Notre but, c'est vraiment de permettre aux investisseurs français et européens de se rendre sur CoinHouse et de se dire que la plupart des tokens, en tout cas, ont été validés par l'équipe d'experts et en tout cas, elle ne présente pas de risque. Alors, il peut toujours y avoir des surprises parce que Terra Luna était quand même listé chez CoinHouse, mais pour le coup, c'était un cas assez exceptionnel et ça nous a en tout cas permis de redoubler de vigilance pour les prochains tokens et les stablecoins algorithmiques. Ok, nickel. Et du coup, la question qui tue, j'aime bien la poser, celle-là. Il y a du Solana? Il y a du Solana, exactement. Alors, Solana, c'est également c'est des tokens qui font débat. Par exemple, j'étais pas forcément pour que Solana soit listé, mais Solana a ses avantages, ses défauts. Et je comprenais dans un certain sens que ça puisse être listé chez CoinHouse. On est quand même très loin du shitcoin. En tout cas, on peut pas trop le comparer à Dogecoin, mais clairement, c'est pas la blockchain que je vais recommander. Et d'ailleurs, aucun des investisseurs que j'accompagne n'était exposé sur Terra Luna, ni Solana, et ni Cardano par ailleurs. Si on doit, si on doit critiquer quelques blockchains d'infrastructure, autant le faire. Ah bah écoute, merci pour ta franchise en tout cas. Enfin, c'est vrai que c'est quand même assez rare, voilà, que les gens se mouillent comme ça, mais non, non, ça fait plaisir. Je sais pas si t'avais autre chose derrière. Ah bah moi j'ai encore plein de questions, hein, mais je vais, je vais laisser Et, continuer un petit peu d'avancer la main, sinon on est encore là jusqu'à 2 heures du mat. est-ce que quelqu'un aurait une question là tout de suite sur CoinHouse, sur les produits? Tac tac. Allez, je vois une question dans le chat. Est-ce que CoinHouse s'intéresse aux nouveaux projets pour les lancer, type Launchpool, Launchpad, comme fait un petit peu Binance quand il lance les nouveaux tokens? Alors nous, on a toujours un peu plus de recul. On peut lister des nouveaux tokens qui viennent faire une IDO ou une ICO ou même à travers des launchpads, mais on reste toujours très prudent. C'est-à-dire qu'on a quand même tout un process avant de le lister. L'un des tokens, en tout cas, dont on est le plus fier, c'est Avalanche, parce qu'on avait pu le lister à 4 dollars. Polkadot également, qui était très bas au moment du listing. Mais ensuite, oui, en tout cas, on peut ajouter des tokens sur la plateforme, mais on ne fera pas des launchpads à la Binance directement. En tout cas, ce qu'ils font n'est pas encore prévu chez CoinHouse, et je pense pas que ça soit la philosophie, en tout cas, de la société. Ok, et bah écoute, merci. Est-ce que je vois des questions sur Elrond? Est-ce que Elrond est sur CoinHouse? Alors, Elrond est également sur CoinHouse et j'aurais pu le rajouter dans la liste des blockchains d'infrastructure parce que c'était un débat également. Elrond, pourquoi en tout cas ça a été listé parce que la communauté française, en tout cas, a un faible sur cette blockchain, sur cette crypto. Et encore une fois, c'est une crypto qui fait débat. Mais qui méritait sa place sur CoinHouse à partir du moment où, en tout cas, on a une demande pour un token et que ce token n'est pas un scam ni en tout cas un shitcoin. À partir de ce moment-là, il peut toujours y avoir un listing tant que la société est crédible, même si on pense, en tout cas, c'est partagé, comme j'ai pu vous le dire. Certains pensent que le projet peut aller un peu plus loin. Je fais partie, en tout cas, de la deuxième partie, en tout cas, des personnes qui, je ne recommanderais pas Elrond. Pour différentes raisons, mais surtout que, en tout cas, je pense que les blockchains d'infrastructure est un sujet
qui est largement adopté par Ethereum, Polkadot et Avalanche, et que les autres pour l'instant ne sont pas encore sur la même logique. On a également Atom, qui est une un très bon projet, qui suit le modèle d'un Polkadot. Ils sont pas forcément, ils n'ont pas forcément la même structure, mais ils ont des similaires, en tout cas une technologie et une logique de gouvernance qui est similaire. Bah écoute, merci. J'ai peut-être juste à préciser un petit truc. Pour moi, c'est plus Polkadot qui suit Cosmos, non? Parce que Cosmos est plus ancien. Oui, tout à fait. J'ai dit Cosmos suit Polkadot. Les deux, Cosmos est un peu plus ancien, et je pense que ni l'un ni l'autre n'avaient vraiment la volonté de se suivre. Je pense que, en tout cas, ils avaient leur propre logique, mais les deux sont très intéressants. Et d'ailleurs, Cosmos a eu pour l'instant un peu plus de réussite qu'un Polkadot. Les parachains de Polkadot pouvaient être une réussite sur la levée, mais sont sortis la plupart en début 2022, ce qui n'est pas forcément très très stratégique. Et Atom a déjà vu beaucoup de ses projets, en tout cas, réussir, sauf Terra Luna, bien entendu. Mais pour l'instant, je donne une petite avance à Cosmos vis-à-vis de Polkadot. Et du coup, je vois qu'on a une question super intéressante dans le chat. Il y a énormément de airdrop sur Cosmos. Alors, des fois, c'est des miettes, mais des fois, c'est quand même des petits lots assez intéressants. Est-ce que vous en faites bénéficier vos utilisateurs? Alors, tout va dépendre du airdrop, mais généralement, en tout cas, c'est une des conditions chez CoinHouse. En tout cas, on ne permet pas tous les airdrops. On permet, par exemple, parce que c'était une catastrophe, le airdrop sur Terra Luna, mais de manière générale, en tout cas, on ne permet pas les airdrops chez CoinHouse. C'est pour ça qu'à partir du moment où on est dans une logique à obtenir des airdrops, utiliser les différentes plateformes, je considère que c'est déjà un niveau un peu plus avancé et que c'est bien de les avoir sur un wallet, sur un code wallet directement. Ok, super, merci bien. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions en attendant? Que ce soit par le chat ou même en vocal, n'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, j'ai une petite question, s'il n'y a personne. J'ai une petite question justement sur une journée comme aujourd'hui, où il y a eu pas mal de volatilité, notamment avec les 20K qui ont été frôlés. Comment ça se passe chez CoinHouse, ce genre de journée? Est-ce qu'il y a une panique des investisseurs et du coup c'est une journée rush, ou finalement les gens sont plutôt confiants, prennent du recul et sont pas très inquiets? On va voir toutes les réactions. Après, mon but, quand j'accompagne les investisseurs, c'est justement qu'ils ne paniquent pas. Ça va être, en tout cas, d'avoir pris des profits sur toute la période, avoir quand même des stablecoins sur leur portefeuille, avoir également du Pax Gold. C'était en tout cas un des choix à partir de début 2022, avoir de l'or dans son portefeuille et réduire son exposition crypto. Mais on a forcément des personnes qui paniquent parce que il y a quand même une volatilité qui est extrême. Et ça se passe, en tout cas, comme sur tous les marchés, il y a de la panique. C'est quand même beaucoup moins, en tout cas, la panique que l'année dernière. J'ai l'impression que en tout cas, c'est comme l'événement, comme ça fait depuis fin décembre 2021 qu'on est en baisse. J'ai l'impression, en tout cas, que l'effet n'est pas aussi important qu'en mai 2021. Mai 2021, ça avait été quand même une panique généralisée. D'accord, c'est vrai que on le voit un petit peu nous au niveau des réseaux, surtout en ce moment où c'est quand même ultra calme, hein. C'est vraiment, ça a rien à voir il y a quelques mois.
Ouais, clairement, c'est beaucoup plus calme. J'ai l'impression que l'effet Terra Luna a quand même eu un effet dévastateur. Et comme quand on compare au Terra Luna, on n'était pas loin du Lehman Brothers. On comprend en tout cas l'effet que ça a pu avoir sur l'écosystème. Mais fondamentalement, en tout cas, la technologie est toujours là. En tout cas, l'écosystème avance. C'est plus le contexte macroéconomique qui est difficile. Là, en tout cas, les dernières pourquoi les derniers jours étaient difficiles, c'est après l'annonce de l'inflation aux États-Unis qui était de 8,6%, quelque chose qu'on n'en avait pas vu depuis 40 ans. Et forcément, ça rend encore plus l'économie tendue. On a eu la Fed qui a dû augmenter ses taux d'intérêt cette journée. La BCE qui va également devoir prendre des mesures. L'économie, en tout cas, entre la géopolitique et la macro, c'est pour ça que tous les, euh, tous les indices tech ou la crypto sont vraiment en train de subir ce changement structurel qui arrive, en tout cas, qui est un cycle assez normal. On le voit à peu près tous les 10 ans, il y a ce changement entre les valeurs qui sont plus de croissance et les valeurs technologiques. D'accord. Bon, ouais. Euh, Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Que j'ai vu passer une question, j'ai répondu. Oui, j'en ai Eh ben, eu. écoute, vas-y. Est-ce que vous avez du STETH? Non, du tout. Vous proposez Non, des du tout. produits de stacking ou pas? Non, pas en tout cas pas pour le moment, mais ça arrive prochainement. Vous allez pouvoir regarder l'actualité de CoinHouse et je pourrais toujours vous la partager. On a lancé l'USDT sur la plateforme là, il y a 2 semaines et le prochain, ça va être Ethereum et également Bitcoin sur lequel en tout cas, on va pouvoir avoir du rendement. Mais en tout cas, le SETH, oui, clairement, c'est l'actualité du moment. Avec Celsius, forcément. Mais là, encore une fois, notre équipe recherche a été très réactive et a pu déceler le problème il y a quelques semaines, en tout cas sur Celsius, ce qui a permis en tout cas de nous protéger en amont. Ok, donc du coup, vous étiez sur Celsius, c'est ça? Exactement sur le livret crypto. En tout cas, c'était une des applications CeFi que l'on proposait. Et on fait des audits de tous nos partenaires avec qui on travaille et on regarde très attentivement. À partir du moment où on a le moindre doute, on retire tous nos fonds. Et c'est ce qu'on a eu. On l'a eu 2 fois de suite. On a eu avec Just Mining. On a eu un premier doute et on est sorti quelques jours avant justement que tout se passe et également sur Celsius. On ne prend aucun risque et on fait en tout cas des audits réguliers sur toutes les plateformes qu'on utilise. Et ça montre en tout cas les investisseurs sont très heureux de cette réactivité des experts qu'on peut avoir chez CoinHouse. C'est une Ok, équipe nickel. en tout cas de spécialistes de la finance et des cryptos. Et si c'est pas indiscret pour vos audits, vous avez des accès privilégiés, enfin genre les entreprises vous ouvrent un petit peu les portes de leur compte ou de ce que vous avez déposé chez elles, ou alors c'est des analyses en mode inspecteur et vous mettez votre nez dans la blockchain. Alors, on peut avoir des relations avec ces intermédiaires, par exemple Just Mining ou Celsius, on peut quand même être en contact avec eux, mais ça reste de l'analyse externe. En tout cas, on leur demande pas directement leur bilan et leur compte de résultats où on n'a pas accès à ces données-là. Mais la plupart de ces problèmes, en tout cas, on peut les détecter avec des analyses on-chain ou des données qu'on arrive à récupérer. Et comme j'ai pu le mentionner, le moindre doute, on se retire de ces plateformes. On n'est pas, en tout cas, on est un livret crypto très prudent. C'est-à-dire on l'a toujours dit, on est un livret crypto qui peut être en dessous de certaines performances du marché. On a été à 6,5, mais on considère que c'est un bon taux par rapport au risque. C'est-à-dire que quand tout le monde parlait de Terra Luna et de l'UST,
à 20% sur Encore. C'était quand même une performance très très importante. Et nous, on décidait justement de ne pas s'exposer parce qu'il y a forcément, quand il y a une belle performance à la clé, le risque est équivalent. Et c'est pour ça qu'on préfère être prudent. Et c'est même la logique de CoinHouse. On reste, comme je l'ai dit, une plateforme d'investissement prudent, pas de trading et pas d'effet de levier. Ok, super. Bah, c'est beau ça. Enfin, moi j'aime bien les entreprises qui ne proposent pas de levier. Enfin, je sais que personnellement, je suis pas du tout pour le levier. Clairement, on reste vraiment dans cette logique. Je me permets de rebondir, mais démocratisation, permettre en tout cas aux investisseurs de venir sur CoinHouse sans prendre des risques démesurés. Et vraiment, c'est une logique de progresser. Mon but, en tout cas, c'est toujours quand un investisseur arrive, même s'il n'a pas forcément de connaissances, qui progresse sur le long terme ou même le moyen terme. Et si même un jour, il veut prendre, en tout cas, il veut être sur un wallet tout seul avec sa sécurité, c'est tout à fait possible et même ça fait partie d'un cycle d'un investisseur. Ok, donc du coup, vous êtes prêt même à accompagner les personnes à sortir les fonds de chez vous, si je puis dire, quoi. Oui, clairement. À partir du moment où il y a ce souhait-là, moi je trouve qu'il y a, en tout cas, en tout cas, ça reste la logique de la crypto. Il faut juste savoir qu'à partir du moment où on n'est plus sur une plateforme d'échange, le risque opérationnel est là. Et il y a les frais sur la DeFi, il y a toutes des mesures à prendre en compte. Mais moi, je trouve ça tout à fait logique à partir du moment où on veut avoir ses fonds sur le ledger. Je pense que c'est toujours bien d'avoir les deux. D'avoir quelques fonds sur son ledger, avoir des fonds sur une plateforme. Ça permet de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier et de pas forcément tout risquer. Parce qu'encore une fois, avoir un ledger, ça nécessite d'avoir sa seed, la liste des 24 mots qui soit bien sécurisée, qui soit à deux endroits idéalement, que à ces deux endroits, les deux personnes ne se connaissent pas, pouvoir y accéder assez rapidement, et ainsi de suite. En tout cas, ça demande une série de sécurité. Ok. Et justement, petite question, parce que en tant qu'on parle des seeds, moi je pense, enfin, je recommande toujours de laisser un bout de papier chez le notaire, enfin dans une enveloppe scellée chez le notaire, si jamais il arrive malheur. Si on a un compte chez vous et que voilà, demain on passe l'arme à gauche, ça se passe comment? Vous êtes en contact avec la Caisse des dépôts? Vous êtes, est-ce qu'il faut que la famille soit prévenue qu'il y a un compte qui soit ouvert chez vous pour que les héritiers puissent venir le réclamer? Comment ça se passe dans ces cas-là? Généralement, en tout cas, on dit qu'il faut prévenir le notaire pour qu'il soit au moins au courant de la possession de crypto. Et ensuite, en tout cas, ça m'est déjà arrivé malheureusement. Et on reçoit un courrier du notaire avec les différentes instructions de la famille. Souvent, souvent, j'ai eu qu'une expérience là-dessus, mais c'est la liquidation du compte parce qu'ils souhaitent récupérer des fiat. Mais sinon, dans la plupart des cas, ça se fait par un courrier. Mais il faut, en tout cas au préalable, c'est toujours bien de prévenir le notaire que vous possédez des fonds en crypto. On ne sait jamais en tout cas ce qui peut arriver. Et ça également, c'est important. Quand on les possède sur un ledger, si jamais vous êtes la seule personne qui sait où est votre seed, ça devient très compliqué pour votre famille d'y accéder. Bah écoute, merci bien. Et effectivement, c'est toujours quelque chose auquel il faut penser, même si c'est pas la plus heureuse des choses. Il faut quand même penser à ses héritiers. Du coup, From, Ouais, j'avais une petite question. Alors, attends que je remonte. C'était au niveau des retraits, la partie crypto. Est-ce que les retraits sont limités à certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'USDT, Litecoin, et il est impossible pour le moment de retirer d'EasyGold ou de la Vax, ou ça a été ouvert, ou ça dépend des statuts? Non, c'est pour le moment il y a que 5 crypto-monnaies. Ça va être Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et XRP. Ce sont les 5 premières cryptos qui sont arrivées chez CoinHouse. Et ensuite, en tout cas pour toutes les autres,
c'est un travail du côté de nos développeurs pour permettre le retrait de la suite. En fait, on a dû faire un choix pendant le bull run. Et en tout cas, on a plus choisi l'aspect de rajouter des tokens plutôt que de travailler sur le retrait. Et maintenant, ça fait partie de la roadmap. Mais Mhm. clairement, c'est quelque chose en tout cas sur lequel les développeurs travaillent. D'accord. Non, bah c'est bien ça. Enfin, ça fait partie du moment où les gens vont peut-être aller voir d'autres choses, évoluer ou voilà, vont Ah oui, changer. tout à fait, clairement. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question sur le DCA automatique. Est-ce que c'est les clients qui choisissent le retrait, le dépôt chaque mois, ou c'est directement Coinhouse qui fait, C'est à enfin, vous, c'est à vous de le faire directement sur votre banque, c'est-à-dire un virement automatique. Et ensuite, nous, on a le DCA qui est disponible chez Coinhouse et sur lequel vous pouvez choisir votre crypto et vous avez un investissement automatique. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais ça reste l'une des meilleures stratégies sur le long terme. On parlait de portefeuille long terme et court terme. Ceux qui pratiquent le DCA, par exemple sur l'année 2022-2023, je pense que l'une des meilleures stratégies restera le DCA. En tout cas, pour ceux qui ne veulent pas pour tous ceux qui ne veulent pas faire de trading, disons que vous avez un souhait d'investissement de 10 000 euros, mieux vaut diviser ces 10 000 euros sur 12 mois et réaliser cet investissement de manière régulière, soit en chaque début de mois, soit sur chaque résistance qui est sur lequel Bitcoin ou Ethereum peut être. bah écoute, merci. C'est vrai qu'on l'entend pas souvent. Enfin, généralement, les gens ils pensent DCA avec on va dire un investissement pur et dur chaque semaine ou chaque mois. Et finalement, il y en a peu qui font du DCA en touchant bah, les résistances à certains moments. Et pourtant, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire là-dessus. Clairement, ben, on le voit quand on commence à analyser les marchés. Il y a en tout cas, quand on regarde les flux, quand on regarde ce qui se passe, investir sur les résistances, c'est très pertinent. Ou voir à partir de quel moment il va y avoir le plus d'ordres qui sont positionnés. Par exemple, en ce moment, on voit qu'il y a quand même des ordres qui sont positionnés sur Ethereum aux alentours des 850-900 dollars. Du coup, on peut avoir une attractivité, en tout cas une force vendeuse pour retourner sur ces niveaux et ensuite déclencher en tout cas une vague d'ordre à l'achat. D'accord. Non, bah écoute, c'est intéressant. Euh, une petite question bah, qui a rien à voir avec tout ça. Donc tout à l'heure, tu parlais de justement de devenir vraiment une crypto-banque bien pour la représentation. Est-ce que vous avez prévu par exemple une carte crypto comme peuvent le faire des Nexo, des choses comme ça? Tout à fait. C'est quelque chose qui est sur notre roadmap 2022. On travaille dessus. C'est pour ça aussi qu'on a fait une levée de fonds. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Coinbase sur cette année. Il y a en tout cas beaucoup de nouvelles fonctionnalités, beaucoup en tout cas de news qui vont arriver. On a également signé un partenariat avec Quanto cette semaine. Ce qui montre en tout cas que cette année va être chargée. Malgré le bear market, il y a beaucoup de choses en tout cas qui vont arriver sur cette plateforme. Justement, en tant que tu parles de Conto, ça voudrait dire qu'ils sont devenus crypto-friendly parce qu'il y a quand même quelques histoires de personnes qui étaient chez Conto qui ont eu leur compte gelé parce qu'ils faisaient des virements vers des plateformes de crypto-monnaie. Oui, clairement, bah, surtout que j'ai eu des investisseurs dans ce cas-là. Et au tout début, les relations n'étaient pas forcément au beau fixe. Et finalement, en tout cas, par la force des choses, à force en tout cas de discuter, d'échanger, on a pu en tout cas, Kanto est devenu beaucoup plus crypto-friendly, en tout cas aime bien l'approche de Coinhouse, d'avoir vraiment cette logique de confiance et d'accompagnement. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, ils étaient loin d'être crypto-friendly, comme la plupart finalement des institutions. Je connais pas en tout cas à partir de quel moment
vous êtes rentré dans l'écosystème, mais vous avez sûrement vu en tout cas les déclarations de beaucoup d'institutions lors du premier bull run et le changement dorénavant. Je pense que les premières années, en tout cas, c'était assez difficile pour tout le monde de vraiment comprendre l'utilité. Et maintenant, ça devient assez. En tout cas, on est vraiment sur l'évidence. C'est le schéma, en tout cas, classique quand on a une révolution technologique. Ok. Et du coup, vous avez aussi une cellule R&D ou pas? C'est notre équipe recherche, tout à fait. Ok. Et bon, je sais pas si c'est apparu dans la presse, il me semble que oui, je vais en parler quand même. Vous travaillez toujours avec Société Générale? À l'époque, c'était le LUG, si je dis pas de bêtises, qui était en cours de test chez vous. Tout à fait, on travaille toujours avec eux. On travaille avec Nomanic Labs et également KPMG sur la distribution de ce stablecoin qui est indexé sur l'euro, et qui est quand même une très grande fierté à CoinHouse de pouvoir permettre aux investisseurs d'avoir un stablecoin euro. Et on continue en tout cas à travailler avec Société Générale. Et ça aussi, ça a été un grand pas en avant. Finalement, on voit de plus en plus, en tout cas, des banques, des sociétés, des institutions qui accompagnent les acteurs français. C'est positif. C'est positif. Ok, et du coup, enfin, tu parlais enfin, que tu étais content d'avoir du stablecoin euro à proposer aux clients, mais bah, le LUG, je crois pas l'avoir vu sur la défi. Il me semble qu'en fait, il est disponible que chez vous, parce qu'on peut pas le retirer. Quels avantages ils en retirent les clients d'avoir du stablecoin euro plutôt que d'avoir de l'euro directement? Alors, c'est tous ceux qui ne souhaitaient pas une exposition de dollar. C'est vraiment aussi simple que ça, ne pas être exposé sur. Ils n'avaient pas forcément confiance dans l'USDT. Du coup, ils préféraient avoir l'exposition euro et également de ne pas être exposé sur l'USDT. C'est vraiment, on a mis en tout cas, ce choix-là pour permettre aux investisseurs au moins de prendre une décision, de leur permettre en tout cas de choisir leur exposition. Et c'est vraiment en tout cas, c'est l'un des principaux avantages. Mais pour Ok, le ça. moment, il n'est pas, pour le moment, pour répondre aussi à ta question, il n'est pas encore disponible sur les wallets ou sur la DeFi pour des questions de réglementation, mais également parce que l'URL, en tout cas l'UG, n'a pas encore lancé en tout cas toutes les démarches, même s'ils sont en route. Ok, et vous intégrez aussi les autres stablecoins euro, du style le URT. Donc, du coup, je pense que peut-être pas, étant donné que c'est lié à Tether derrière. Il y a le URS, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y en a un autre, celui de chez Jarvis. J'ai perdu son nom. Je l'ai plus également, mais pour le moment, en tout cas, comme on a déjà le URL, on n'a pas concentré nos efforts, en tout cas, sur un autre stablecoin. Et comme on travaille avec Nomadic Labs et Société Générale, en tout cas, on a considéré qu'un stablecoin euro, ça suffisait. Mais pour le URT, déjà, on s'était dit que dans tous les cas, pour le moment, on le listerait pas. Ok, ça marche, nickel. Du coup, tant qu'on est sur la partie banque, qu'on parle des euros, tout ça, donc tu en as parlé tout à l'heure en début d'interview, vous avez fait une grosse levée de fonds, 40 millions d'euros, pour justement déployer cette partie banque. Et cette banque va être ouverte au Luxembourg, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ne pas l'avoir ouvert en France? Alors, ce sera en France et au Luxembourg. Ok. On a ouvert une antenne au Luxembourg uniquement en tout cas pour les différents, en tout cas surtout pour la partie institutionnelle, parce qu'il y a les institutionnels là-bas sont quand même très motivés à l'idée de travailler sur le Bitcoin et sur les cryptos. Mais le terme cryptobanque, en tout cas, la société sera en France, au Luxembourg, et également on aimerait ouvrir dans d'autres pays, même si pour le moment c'est pas encore lancé. Mais il va pas y avoir de différence entre l'antenne au Luxembourg et celle en France. La seule différence, c'est la typologie de l'investisseur. En France, c'est plus des entreprises particulières
mais également des institutionnels, alors que Luxembourg, ce sera principalement les institutionnels. Ok, ça marche. Et du coup, là, vous êtes un petit peu en concurrence avec Weagle, je sais pas si je prononce bien, la banque de Just Mining. Ça va être un petit peu au premier qui va sortir, non? Pas forcément. Je pense pas qu'on soit en concurrence. Je pense qu'il y a il y a de la place pour beaucoup d'acteurs sur ce marché. Généralement, je compare le marché crypto au marché du téléphonique finalement. Par exemple, en France, on a Bouygues, SFR, Free, et je pense que ça va être la même chose en France, en Europe et au Luxembourg. Je pense pas en tout cas, et bien entendu, ça reste un concurrent. Mais en tout cas, il y a moins cet aspect de lequel va se lancer en premier pour avoir le plus, en tout cas, de parts de marché. Je pense que c'est une logique différente. C'est mieux d'avancer sereinement et pas à pas plutôt que se précipiter, clairement. Ok, nickel. Impeccable. Non, mais clairement, je pense qu'il y a de la place pour quelques gros acteurs sur le marché français. Il y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Oui, clairement. Je te rejoins à 100%. Est-ce qu'il y a From, je sais pas si tu veux reprendre la parole, parce que depuis tout à l'heure, je la vois. Non, non, non. Et puis les questions que tu posais, en fait, enfin, je les avais un peu en tête. Donc non, j'ai pas de questions particulières. Moi, si quelqu'un veut prendre la parole ou il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que hop, je vérifie parce qu'on va essayer de faire en même temps le giveaway, donc qui sera composé de 3 questions. Chaque question, le participant, en fait, la personne qui va remporter, qui va répondre le plus vite, on gagnera l'équivalent de $20. Et donc 3 questions, $20 par personne. Et les $40 restants seront distribués à un masque choisi aléatoirement par The Cryptomat, comme on fait un petit peu habituellement. Donc s'il n'y a pas de questions, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les questions. Questions. T'en as? Tu veux poser ta question tout de suite? Ah, vas-y, après, si tu veux balancer tout de suite le giveaway, j'ai peur qu'en fait, il y en ait beaucoup qui s'en aillent si on envoie le giveaway tout de suite. Eh ben alors, vas-y, pose ta question, comme ça j'ai le temps de vérifier si les réponses que j'ai mises sont justes. Ça roule, faisons comme ça. En tant que PSAN, est-ce que vous communiquez directement aux impôts quand il y a des gros mouvements en crypto sur les comptes de vos clients? Non, on n'a aucun lien en tout cas avec la fiscalité, c'est-à-dire on ne donne pas toutes les informations directes, c'est vraiment du déclaratif. Pour les investisseurs, c'est à eux de faire la démarche. Mais nous, on n'a aucune communication directe avec la fiscalité. Ok, et est-ce que pour vos clients, vous faites, enfin, on va dire, vous leur prémâchez le boulot pour les déclarations sur les plus-values? Exactement. Alors, on fournit pour les entreprises des bilans d'investissement fixés à une certaine date. Et ensuite, pour les particuliers, c'est des bilans d'investissement également sur toutes les opérations qui ont été réalisées. Il suffit de le demander et ensuite on vous transfère un bilan d'investissement classique sous format CSV ou en PDF. Ok, super. Et petite question par rapport aux entreprises, est-ce que vous faites de l'accompagnement? Je vois, enfin moi je commence à avoir un petit peu de demandes sur des entreprises qui souhaitent accepter la crypto, sauf que entre le wallet à choisir, le holder, choisir un processeur de paiement, etc. Bref, souvent ils sont un petit peu perdus. Est-ce que vous faites de l'accompagnement justement pour les entreprises qui souhaitent justement accepter la crypto dans leur commerce? C'est quelque chose, en tout cas, qui nous a été remonté. On n'avait pas forcément beaucoup de demandes sur les dernières années, et c'est en train, en tout cas, on a vraiment de plus en plus en tout cas, de sollicitations sur ce sujet, et du coup, on commence en tout cas à préparer notre dossier sur le paiement, permettre aux sociétés d'accepter du Bitcoin pour du micro-paiement.
Ok, cool. Et ça serait en mode processeur de paiement, c'est-à-dire transformé en fiat directement, ou vous opériez un espèce de service custodial derrière? Alors pour l'instant, on n'a pas encore d'offre fixée, mais les deux sujets ont été abordés pour peut-être laisser le choix à l'entreprise qui choisit l'option. Ok, donc tu vois, c'est toujours en cours de brainstorming, quoi. Un peu plus avancé, mais on n'en est pas loin. Ok, c'est pour bientôt, du coup. Ce sera sûrement pour fin 2022 ou début 2023. La roadmap est déjà bien remplie. Ok, Tiens, bah cool. en parlant de roadmap, est-ce qu'il y a une roadmap publique à ce niveau-là ou c'est vraiment, enfin, ça reste vraiment, on va dire, privé au niveau des équipes? Justement, tous les Ça reste, projets, ouais. Ça reste privé. En tout cas, Mhm. pour l'instant, il n'y a pas de logique de le rendre public comme une crypto ou un projet décentralisé. Ça pourrait être, en tout cas, il y a quelques éléments qui pourraient être publics. Ça, c'est des décisions plutôt stratégiques. Mais pour le moment, ça reste privé, complètement. D'accord. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Doc, peut-être? Non, j'ai la bouche pleine, je suis en train de manger, donc j'ai pas de questions. Bon Il y a, il y appétit. a, il y a- il y a Edef qui demande si vous embauchez, mais il me semble que sur le site, justement, il y a un endroit de job et il y a beaucoup d'offres en ce moment à pourvoir. Donc, c'est vrai que s'il y en a que ça intéresse, il y a pas mal d'offres de disponibles. Bah, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement un petit peu les corps de métier que vous seriez susceptible d'embaucher rapidement, un petit peu? Oui, en tout cas, on a du besoin déjà dans l'équipe recherche en tant qu'analyste technique, également dans les équipes commerciales. Alors, les équipes ont bien été constituées, mais il reste encore des offres disponibles, soit du côté particulier, soit entreprise. Et enfin, du côté développeur et marketing, il y a des offres, soit du côté plus communication, ou alors plutôt côté affiliation et développement. Il y a des offres soit sur le back, soit sur le front au niveau de CoinHouse. On a quand même beaucoup de positions ouvertes. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de CoinHouse si ça vous intéresse. On est clairement en train, en tout cas moi quand j'ai commencé CoinHouse, on était 20 et maintenant on est plus de 100. Forcément la croissance a été importante. Ah bah écoute, merci. Moi, c'est un petit peu ce que j'avais vu. C'est vrai que ça évolue. Bah, ça montre aussi justement l'évolution qu'il va y avoir dans les prochaines années entre tous les projets qui sont prévus, finalement les recherches de candidats, tout ce qui est offre d'emploi. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il se passe quelque chose malgré ce qu'on peut lire un petit peu sur les réseaux sociaux ou les gros groupes comme crypto.com, tout ça, ils licencient des gens. Mais enfin, pour moi, c'est plutôt des gens qui sont là pour gérer l'afflux d'utilisateurs qu'il y a pu y avoir avec le bull run. Alors que là, on rentre dans une période, comme tu disais, de build, une période où ça va être beaucoup plus calme et en fait où on recherche vraiment plus des techniciens, donc des développeurs, des gens qui vont préparer entre guillemets la prochaine saison. C'est ça, exactement. Et même au-delà de ça, je pense que tout l'écosystème français est en train d'ouvrir plein de positions. En tout cas, on est encore au tout début de l'histoire. Quand on regarde les réseaux sociaux, on a déjà l'impression que c'est la fin des cryptos, mais on est au tout début. Les entreprises sont en train de naître, les positions sont ouvertes, l'écosystème est assez jeune. En tout cas, il y a encore beaucoup de possibilités à ce niveau-là pour entrer dans les entreprises françaises et européennes. Non, bah écoute, merci pour toutes ces infos. Euh, S'il y en a qui ont des questions, allez-y. Comme ça laisse le temps à Doc de finir de manger. Attends 2 petites secondes. S'il y a quelqu'un qui veut se manifester, que ce soit
en vocal ou au niveau du chat. Sinon, je vais en profiter pour lancer la première question. Donc, dans le chat, il faudra répondre par écrit. La première personne qui répond, donc, il remportera donc les 20 premiers dollars. Eh bien, écoutez, je lance la première question. On va voir si la présentation était bien faite et puis s'ils ont bien suivi. Ou alors on va voir surtout les anciens. Parce que c'est vrai que j'ai... donc c'est pour moi j'ai Yoz qui était le premier. Donc j'ai connu de nom moi la maison du Bitcoin. Qu'est-ce que je dis? La maison d'ailleurs non, en fait je dis une bêtise. C'est pas la... Parzival, je sais pas, il a mis un N. C'est est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas? Non, c'est pas la maison du Bitcoin, hein. Ah merde! Je suis à moitié couché avec la fille à côté, c'est pour ça c'est un peu compliqué. C'est Père Lump qui a donné la bonne réponse. C'est la maison du coin, donc qui a été fondée en 2014 et qui est devenue Coin House en 2018, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, exactement. Alors la réponse c'était. J'ai eu un doute, mais oui, c'est pas la maison du Bitcoin, hein. Donc la maison du coin en 2018. Si vous avez, écoutez, je vais lancer la deuxième question vu qu'on est dedans. Je noterai. Par contre, je crois que tu m'as dit que c'était la maison du coin la réponse. Ouais. C'est du non, Bitcoin. C'est la maison du Bitcoin. Ah putain, et puis c'est moi qui dis des bêtises. Bon, écoutez, désolé. Bravo. Finalement. Heureusement que tu as vérifié la réponse. Ah non, mais j'ai sauté une. J'étais en train de boire à ce moment-là, du coup j'ai mal entendu la réponse. Je me suis étouffé. Non, écoutez, Yoz, donc c'est bien toi qui avais la bonne réponse, la maison du Bitcoin. J'avais un doute entre le coin et le Bitcoin. Eh ben, écoutez, je vais lancer la deuxième question. Pendant qu'on y est. Allez. Ça, si vous avez écouté les 3 dernières minutes, normalement. En 2009, avec le début du Bitcoin. Donc, c'est le premier que j'ai, c'est Boukal qui a la bonne réponse. Donc, c'était bien en 2018. Hop. Et on va aller à la dernière. Je prendrai les pseudos après, puis je vous contacterai, je vous contacterai en privé pour voir comment on va faire. Je vous mets la dernière question, assez facile. Ah bah bravo, ah ouais. Il y a quand même eu des Binance. Bravo, Binance, c'est quand même pas sérieux, hein, sachant que ça a été annoncé il y a quoi, il y a 3 mois peut-être, même pas 2 mois. Non, 2 mois. Oui, c'est ça, un mois et demi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que c'est les derniers à l'avoir obtenu en fait pour l'instant. Ouais, c'est les derniers, c'est ça. Ouais, je crois que c'est les derniers. Peut-être qu'il y avait un chèque qui a glissé pour l'avoir un peu plus rapidement que les autres. Donc là. Surtout que dès lors qu'ils l'ont eu, je crois que quelques semaines après, on a appris les 2,3 milliards de blanchiment. Du coup, c'était assez drôle. Non, c'était assez drôle. C'était avant, c'était genre ah non, les 2,3 non, je crois pas, mais il y avait déjà une enquête qui était sortie genre 1 ou 2 mois avant, comme quoi ils avaient trempé dans des histoires de blanchiment, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est. Il y a Coinbase, si je dis pas de conneries, qui est dans les tuyaux là aussi. Bah, il est en train, il me semble qu'ils sont en train d'essayer de l'avoir. Je crois qu'ils l'ont pas encore. Non, ils l'ont pas encore, mais ils sont, enfin le dossier est déposé, tout ça, je crois. Il y en a, ouais, il y en a encore pas mal, hein, quand même, qui l'ont pas. Hein. Tu vois, les mêmes au niveau exchange, il y a Bybit qui intervient quand même beaucoup en France et qui l'ont pas non plus. Ouais, il reste encore un peu de monde. Hein.
Et du Ah coup, ben, comment vous voyez tous ces géants qui commencent à débouler, bon, on va dire un petit peu sur votre territoire? C'est pas forcément négatif. Après, ça dépend. Par exemple, Binance, ça reste assez controversé par rapport à toute leur activité. Mais c'est une première étape, le PSAN. C'est-à-dire que nous, maintenant, on vise l'enregistrement, qui est en tout cas un niveau un peu plus haut au niveau en tout cas de la régulation. Mais ça va être en tout cas des, euh, des indispensables pour tout acteur qui veut se lancer sur le marché français. Nous, on n'y voit pas forcément en tout cas de concurrence directe parce qu'on considère que notre offre est unique. On n'est pas les concurrents de Binance ni de Kraken. Du coup, c'est vraiment ça, en tout cas, notre approche et comment on voit la suite pour Coinhouse. Ok, et du coup, en concurrent direct pour vous, je parle en France, hein, il y aurait quelle boutique? En France, il y en a pas tellement. En tout cas, d'acteurs qui sont, en tout cas, qui sont concurrents directs. On va avoir des plateformes de trading plutôt ou des solutions d'investissement pour les entreprises ou pour les institutionnels pour faire des deals OTC ou pour du gros volume. Mais directement, on n'a pas de concurrents en tout cas à ce niveau-là. Ok. Bon, du coup, vous avez encore le champ libre pour continuer d'avancer sereinement, quoi. Exactement, c'est pour ça qu'on considère que notre offre est unique et c'est surtout de l'expérience. C'est vraiment ça que les investisseurs viennent chercher. De l'expérience, un contact en français, on a nos bureaux en physique. Et c'est vrai que ça rassure de pouvoir rentrer avoir un rendez-vous physique avec des experts crypto. Ça permet d'enlever un peu de numérique et d'avoir encore plus de confiance. Ok. Et cet été, on vous voit surfer ou pas? J'aimerais. Normalement, c'est dans les tuyaux. Et en tout cas, si vous y êtes, on se croisera. Ça va faire beaucoup de bière, tout ça. avec grand plaisir. J'avais une question, bah, du coup, au niveau bah, un petit peu réglementation. Est-ce que vous vous êtes préparé un peu à bah, tout ce qui était MiCA et tout, on va dire toutes ces choses-là? Est-ce que vous avez une veille un petit peu à ce niveau-là pour voir, enfin, pour éventuellement vous préparer le jour où le couteau va tomber? Oui, clairement, on a en tout cas notre pôle confort comité qui travaille sur ces sujets. D'ailleurs, Connect c'est vraiment réputé en tout cas pour notre pôle compliance conformité qui permet justement en tout cas de nous tenir au courant et de faire cette veille sur ces sujets. Mais oui, c'est en tout cas ils ont déjà travaillé dessus et ils travaillent encore dessus. De toute façon, à Coinhouse, on a quand même un lien avec la régulation assez étroit et on essaie en tout cas de toujours être au même rythme que ces nouvelles lois et à chaque fois qu'il y a des avancées, que ce soit européennes ou français, il faut qu'on soit rapide à ce niveau-là pour pas perdre pied. Non, bah écoute, c'est bien. Je pense que, enfin, surtout en ce moment, passer d'aucune régulation comme on avait pu avoir ces 5 dernières années à progressivement quelque chose de plus en plus dur. Je pense qu'il vaut mieux rester quand même informé de tout ça, se préparer parce que je suis pas certain que le temps soit vraiment très long pour que le gouvernement laisse les entreprises exercer si elles sont pas préparées. Je pense que ça va Ouais, tomber clairement. rapidement. Il faudra se mettre à jour parce que sinon, bah en gros, Il y aura plus le ça choix. sera terminé. C'est Voilà, ça. c'est ça. Bon bah écoute, est-ce que quelqu'un a encore une question à poser pendant que nous y sommes? Doc, une petite dernière? Bah oui, du coup, tant qu'on parle de régulation, est-ce que vous êtes justement consulté
par le Parlement européen ou tout simplement français, justement sur les actions à prendre pour, on va dire, en termes de consulting, savoir comment opérer le mieux. Oui, on fait partie en tout cas de l'association ADAN, qui regroupe toutes les entreprises crypto de France. Et c'est notre manière de se faire écouter. Alors, quelquefois, je pense que certains politiciens nous écoutent pas forcément, ou ils sont vraiment dans un dialogue de sourds, mais clairement, on se fait entendre de plus en plus. Il y a également Pierre Personne, qui est plutôt pro-crypto, qui fait un excellent travail de démocratisation et d'explication, en tout cas au niveau des parlementaires et au niveau juridique. Mais c'est comme ça qu'on peut faire entendre la voix du Web3 français. Ok. Et je posais une petite question, là, on commence à être un peu plus tard entre nous, tout ça. Vous l'avez pas eu trop mauvaise quand Bercy a déroulé le tapis rouge à Sisi pour représenter la crypto en France? J'ai hésité à en parler juste avant quand on parlait de Binance, mais c'était un petit pic en tout cas à tous les acteurs français, que le tapis rouge soit donné à CZ. On avait été invité bien entendu, mais quelquefois ça peut paraître double discours. C'est-à-dire que Binance, c'était longtemps les grands ennemis, et ensuite on les a invités à Bercy. C'était C'était en tout cas une petite pique à toute l'association ADAN, même si ça n'a pas été mal perçu dans les faits. Ça a été quand même assez. J'ai été surpris quand j'ai pu avoir la nouvelle. Oui, je te cache pas que moi j'ai fait des petits bons. D'ailleurs, en fait, c'était l'association Adam, si je dis pas de bêtises, qui organisait ça. Et du coup, ils ont pas eu leur mot à dire. Ça leur a été un petit peu imposé. Parce que j'ai été étonné qu'en fait l'association Adam soit là pour interviewer Sisi. Et qu'on voyait pas de boîte française, quoi. À la rigueur, qui passe, mais qu'il y ait d'autres boîtes françaises qui soient à l'affiche, j'aurais pu comprendre. Mais là, juste lui. J'ai pas compris, et limite ça m'a mis un petit peu en rogne sur ce que voulait faire le gouvernement avec les cryptos en France, quoi. Alors, j'ai pas les décisions, en tout cas de la DAN, comment ça s'est passé, mais j'ai eu à peu près la même réaction que toi. Forcément, je reste quand même en tout cas, j'ai vraiment envie de développer une force française de la crypto. Et c'est vrai, quand on voit arriver ces grands groupes, on a toujours quelques questions. Bah, forcément, enfin c'est même entre guillemets, c'est un manque de respect par rapport à toutes les boîtes qui ont fait tout ce qu'il fallait dans les temps, qui se sont pliées à toutes les règles, et puis qui chaque jour justement essayent d'innover sur le sol français, qui payent leur impôt en France et tout ça. Enfin, c'est quand même dur, hein. C'est vrai que tous ceux qui avaient des entreprises, que ce soit grosses, enfin assez grosses ou très grosses, c'est quand même pas facile, hein. Il y a Itoro qui a eu le statut de PSAN, si je ne me trompe pas, également. Du coup, finalement, petit à petit, toutes les plateformes l'obtiennent. Alors Oui, qu'il y a quelques années, Chypre, c'était quand même très très mal vu pour l'AMF. il y a peut-être peut-être pas des intérêts, mais est-ce qu'ils mettent autant de rigueur à faire ce qu'ils faisaient il y a quelques années, ou est-ce qu'ils se concentrent plus sur les prochaines réformes, les prochaines réglementations? Je pense qu'il y a toujours de la rigueur parce on échange beaucoup avec eux. Mais l'écosystème évolue, les acteurs rentrent dans les normes de conformité, et ce qui fait que l'écosystème, en tout cas de PSAN, se densifie. D'accord. Bah écoute, merci. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce que vous avez encore des questions? Même Doc. Je vais quand même laisser la parole aux gens. Ouais, parce que d'habitude, on en a quand même un ou deux qui parlent, et là, c'est vrai que c'était quand même très calme, hein. On en a eu dans le chat. N'hésitez pas si vous voulez demander quelque chose, si vous avez une question ou Bien, autre. je vais motiver. Le premier qui pose une question intéressante, je lui offre un NFT.
En vocal? Alors, est-ce que comme on fait assez souvent des partenariats avec les intervenants dans les IMM, il y aurait quelque chose de prévu avec Coinhouse, un NFT justement dédié en partenariat avec eux pour aller chercher peut-être un nouveau sujet pour faire un don? Cette question, du coup, c'est plus pour vous, Doc. Ouais, ce que j'allais dire, je pense que tu vas être perdu en fait, Warren. Alors, non, je pense pas qu'il y ait des artistes, à moins qu'il y ait des artistes chez vous, je sais pas, Warren. Mais en fait, des fois, ça nous arrive de faire des AMA avec d'autres projets NFT. Et il y a en fait, les autres artistes font des représentations de l'un des masques à leur effigie, enfin on va dire avec leur patte plutôt, leur touche artistique, et ensuite ces NFT on les met en vente pour des associations. Mais donc du coup je doute que vous ayez des artistes chez vous, ou si jamais vous... On en a quelques-uns. On en a quelques-uns. Je pourrais toujours leur proposer, en tout cas, si ça les intéresse. Ah bah s'ils arrivent à nous sortir un masque Coinhouse, écoute, why Ouais. not? Je pense qu'on est ouvert à la discussion, quoi. Et Je sachant pense que que ça sera reversé 100% Comme à... un couleur ou un petit copyright, ça pourrait être parfait. On n'a pas entendu ce que t'as dit. Non mais en reprenant soit un code couleur ou un petit clin d'œil, je sais pas, à l'histoire. On parlait tout à l'heure de l'ancien monde, mais en reprenant quelque chose qui est vraiment lié à l'histoire aussi de Coinhouse, comme ça pour le rendre vraiment unique, ça peut être intéressant et faire un Ouais. nouveau Ouais. un nouveau projet pour les masques. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Après, je pourrais en reparler avec Warren, avec Nicolas, que j'ai un petit peu plus en privé. Mais ça pourrait, enfin, voilà, c'est quelque chose qui coûte rien. Donc, l'idée, ça serait de faire un masque. On a la base, nous, la base du dessin. On vous l'envoie. Et si vous avez des artistes chez vous qui sont capables de nous faire on va dire, un masque un petit peu à l'effigie de Coinhouse, vous le faites. Éventuellement, même, vous pouvez le dédicacer les personnes qui l'ont fait pour garder vraiment un souvenir. Et puis, de notre côté, donc, on fait une petite vente aux enchères et puis, on remet l'argent à une association caritative, même quitte à choisir. Parfait. Parfait, on va pouvoir voir ça ensemble, voir ce qui est possible de faire, mais clairement, c'est une bonne initiative. Non, écoute, on en reparle dans les jours qui viennent, mais oui, je aucun problème. Je pense que ça serait bien de faire ça comme ça. Écoute, merci pour la question, c'était bien lancé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une question ou on arrête là? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, un grand merci. Sauf si Doc a une question. Moi, je peux toujours en avoir, mais je pense qu'on va laisser les gens aller se coucher. Ça va faire tard. Écoute, un grand merci d'être venu, d'avoir donné ton temps pour répondre à toutes ces questions que les gens pouvaient avoir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Merci à toute l'équipe de Coinhouse pour le giveaway, d'avoir permis de faire cet amas, d'avoir permis de faire l'article. C'est vraiment gentil et on s'en souviendra. Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation. C'était un très bel échange. Merci, Doc, pour toutes tes questions. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de pouvoir participer à un amas, de pouvoir parler avec la communauté française. N'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez un peu plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur Coinhouse, que vous soyez débutant ou confirmé. Vous allez pouvoir en tout cas bénéficier du meilleur accompagnement et on se retrouve très vite, soit sur Coinhouse, soit à Biarritz pour Doc et tous les détenteurs de CryptoMask. Écoute, avec grand plaisir. En tout cas, merci bien pour la qualité de tes réponses, parce que franchement, c'était très clair, tout ça, il n'y a rien à dire. Et aussi pour partager tes opinions de manière libre. On aime bien ça ici, c'était très agréable. Je pense que tout le monde a apprécié là-bas.
Très bien. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et à très vite, en tout cas. Merci pour tout. À très vite, merci à toi. Salut. Marche. Ciao, ciao, bonne soirée à tout le Ciao. monde. Ciao, bonne soirée.